c'est tout changement dans le comportement ou dans la santé d'un enfant. Un enfant qui tout d'un coup a des troubles du sommeil, au niveau alimentaire, présente soit des comportements boulimiques ou au contraire mange moins. Un enfant qui a bien sûr, on en parlait dans le reportage tout à l'heure, un enfant qui devient énurétique, qui commence à faire pipi au lit, un enfant qui devient violent alors qu'il était beaucoup plus calme et qui devient agressif, bagarreur, un enfant qui a bien sûr une rupture des résultats scolaires, qui exprime des peurs, les troubles du sommeil, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais très très fréquemment, qui a des modifications aussi de ses jeux, qui s'isole beaucoup, un enfant qui s'isole. Toutes ces questions-là, tous ces comportements doivent un peu nous intriguer et nous envoyer à poser des questions. Et je crois que ce qui est vraiment très très important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de poser la question à l'enfant, de manière gentille, douce, mais lui poser des questions. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'a quand même professionnellement marquée. Parmi ma patientèle en tant que médecin généraliste, j'avais une jeune femme, une famille, dont je faisais les examens pour le sport tous les ans. Et donc une famille bien fonctionnelle, sans problème particulier. Et un jour, la maman, donc je faisais la visite de la jeune tous les ans en compagnie de sa maman. Et au bout un certain nombre d'années, la maman vient me voir paniquer, puisqu'il y avait une révélation dans la famille. Le grand-père avait violé une nièce. Bon. Et donc, la jeune, je continue à la voir, et puis elle a eu une vingtaine d'années. Elle s'était mise en couple, il y avait des problèmes un petit peu dans le couple, et on s'était assuré, c'était simplement la nièce qui avait été violée, voilà, et des problèmes dans le couple. On rediscute, j'étais médecin de la famille, elle savait bien, je connaissais bien l'histoire. Je réaborde l'histoire du grand-père, et là, elle m'avoue qu'elle était spectatrice du viol du grand-père sur sa cousine. Et que non seulement ça, elle avait aussi, elle subissait dans la famille des violences de la part d'une tante qui, bon, je ne vais pas aller plus loin, je ne m'aventure pas plus loin, mais enfin bon, c'était juste le fait. Et elle m'a dit, docteur Evenot, j'aurais souhaité que quand vous me faisiez des visites, que vous m'interrogiez, que vous me demandiez si tout allait bien. Et moi j'avais vraiment l'impression que tout allait bien, puisque la maman était présente, d'une famille plutôt gaie, elle n'avait aucune difficulté scolaire, tout marchait bien. Et elle m'a dit aussi, et moi tous les lundis matins quand j'arrivais à l'école, j'aurais souhaité que la maîtresse me demande si j'avais passé un bon week-end, de bonnes vacances, si tout allait bien. Et j'ai quand même réalisé beaucoup de choses par ce témoignage. C'est que premièrement, cette jeune a quand même été victime d'un trauma, bien sûr. Mais aussi, si j'avais posé la question plus tôt, peut-être que la cousine aurait subi moins de dégâts. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la cousine, ça a été révélé lors d'un examen chez le gynéco. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, donc il y a eu un examen gynéco fait. Le gynécologue avait été catastrophé, il lui a dit
mais vous avez subi quelque chose, c'était grave. Il y avait un état de délabrement au niveau des organes génitaux internes considérable. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a quand même marquée, puisque j'étais quand même sexologue et prise dans mon travail de médecin généraliste. L'examen de sport, vous savez bien, c'est toujours quelque chose qui nous embête et qu'on fait un peu trop rapidement. Voilà, je voulais faire ce témoignage parce que c'est vous parler un peu de la complexité des choses. Voilà. Vous avez parfois des enfants qui viennent en coprésique ou qui ont des problèmes intestinaux, qui viennent constipés de manière incompréhensible par rapport à ce qui s'est passé habituellement. Et ce que j'ai vu aussi, parce que ça on n'y penserait pas, c'est le surinvestissement scolaire. Vous avez des enfants victimes qui vont voir leurs résultats scolaires chuter, ça je dirais que c'est presque la majorité, mais vous avez aussi des enfants qui surinvestissent scolairement. Ils sont victimes d'agressions et ils vont surinvestir scolairement parce que c'est l'endroit en fait où ils vont se sentir bien, ou se sentir un peu protégés, et ça c'est quelque chose qui a priori nous alerte pas, un enfant qui marche bien à l'école. Alors. Et puis les comportements hypersexualisés, ça je pense que c'est quelque chose qui est connu. Quand vous avez un enfant qui a un comportement en décalage hypersexualisé, il faut nécessairement que ça alerte. Problème de moyens, oui, de volonté politique et aussi de résistance aux pressions de certains lobbies parentaux qui ne souhaitent pas que la sexualité soit abordée en milieu scolaire. Et moi j'ai toujours dit, pour reprendre mon témoignage, mais bon, on pourrait me rétorquer, ah bah ouais, mais c'était il y a longtemps, à cette époque-là, on ne faisait pas d'éducation sexuelle à l'école. Je ne suis pas sûr qu'on en fasse beaucoup plus aujourd'hui, mais il est certain que si j'avais pu connaître un minimum sur ce qu'était mon corps et que mon corps me partenait, et que voilà, qu'un adulte n'avait pas le droit de propriété ou même de location sur mon petit corps d'enfant, les choses se seraient passées certainement autrement. Ça me paraît moi fondamental, quoi. Alors des fois je me révolte devant mon écran de télévision parce que je vois des textes qui sont présentés par les ministres qui sont au départ extrêmement intéressants, très porteurs, et puis petit à petit ça se détricote parce qu'il ne faut pas parler de ceci, il ne faut pas parler de cela, il ne faut pas... Bon, après c'est la petite graine et puis c'est pas suffisant. Il s'agit également aussi d'un programme d'éducation sexuelle et affective, et ça c'est important aussi de rajouter le mot affective, puisque voilà, ça ne se résume pas, ça ne se réduit pas à la question de la sexualité dans les écoles, ça c'est une première chose. Il me semble que les relations entre humains, des fois dans la famille, c'est pas si simple que ça d'en parler. Et puis, si vous vous en référez aux chiffres qui ont été donnés dans la première vidéo, on aperçoit quand même, on constate quand même que malheureusement, beaucoup d'enfants sont victimes dans leur famille. Donc, s'il n'y a pas un lieu extérieur dans lequel ils puissent s'informer, parler, s'exprimer, où est-ce qu'ils le feront ? Voilà, si on pense aux 3 enfants par classe, où le feront-ils, en fait, hein ? Donc, voilà, moi, ma position en tout cas est tout à fait claire. Je pense que, bien entendu, il s'agit d'adapter ces interventions, de les proposer par des professionnels qui s'y connaissent bien, qui sont formés, et de les adapter évidemment aux âges des enfants. On ne va pas faire la même information à un enfant de maternelle qu'à un enfant de terminale, et bien entendu. Mais voilà, je pense que c'est fondamental aujourd'hui. Certains parents vont préférer avoir ce discours de l'éducation sexuelle, de l'ouverture à la sexualité directement avec leurs enfants. Parfois, certains parents ne vont pas réussir parce qu'on parle de l'intimité et voilà, ça va être délicat venant d'eux, ils ne vont pas se sentir à l'aise. C'est là aussi où il s'agit du rôle
de l'Éducation nationale aussi, des écoles. Donc laissons-leur aussi ce rôle-là, permettons-leur aussi d'avoir ce rôle-là d'éducation auprès de nos enfants. Et effectivement, bien évidemment que le discours sera différent en fonction de l'âge de l'enfant, mais il est vraiment important de l'avoir. Parce qu'il y a aussi des familles dans lesquelles la connaissance n'est pas la même, hein. Et ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment s'appuyer sur la connaissance que certains peuvent apporter pour informer nos enfants. Également, nous, en gendarmerie, nous intervenons dans les établissements, dans les collèges et les primaires pour les permis piétons, permis Internet, harcèlement également. Profitez de notre présence dans les établissements pour nous poser des questions autres aussi. Si un enfant a envie, ou un intervenant, ou un professeur des écoles a envie de profiter de notre présence pour nous poser des questions sur ce sujet-là, faites-le, il n'y aura aucun souci. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a peut-être un certain manque au niveau de l'éducation nationale, par manque de temps, principalement par manque de moyens, mais il est vraiment important de réinvestir le sujet de la prévention, d'expliquer à nos enfants les droits qu'ils ont, les droits de leur corps. Le corps appartient à soi, n'appartient à personne d'autre, et nul autre que soi-même n'a le droit de s'imposer des choses. C'est d'autant plus important qu'il y ait l'intervention de tiers que dans les familles où il y a l'inceste, on est face à quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que c'est des familles dysfonctionnelles souvent, où les limites transgénérationnelles ne sont pas respectées. Et pour un enfant, c'est d'autant plus compliqué de dire au sein de sa famille, parfois parce qu'il ne comprend pas, et puis parfois parce qu'il comprend et qu'il ne peut pas. Donc si vous n'avez pas l'intervention d'un tiers, ce sont des enfants qui ne parlent jamais ou qui parlent très tardivement. Oui, c'est ça. Et puis l'éducation sexuelle en famille, c'est quand même un petit peu, c'est compliqué, même s'il n'y a pas si la famille n'est pas dysfonctionnelle, on touche un petit peu au tabou. Parce qu'on va toucher à la sexualité des parents et donc ça pose problème. Je pense que quand même il est vraiment très très important de faire une éducation à la sexologie et affective au sein des écoles. Je vais parler pour la gendarmerie uniquement, hein, bien évidemment. Donc, tout d'abord, de manière générale, en école et puis ensuite en formation continue, les gendarmes sont sensibilisés et sont formés à l'accueil du public et à la manière d'accueillir le public, effectivement. Quand on voit une personne arriver à la brigade, on ne sait pas pourquoi vous venez, donc il est important de vous accueillir de manière, j'allais dire chaleureuse, en vous montrant que nous sommes là pour vous écouter et en mettant le temps qu'il vous sera nécessaire pour vous exprimer. Ensuite, nous, en tout cas sur la compagnie de Lorient, nous avons une cellule de protection des familles donc qui regroupe 11 gendarmes qui sont répartis sur les différentes brigades de gendarmerie de la compagnie et dont le rôle, et l'unique rôle, est de gérer toutes les procédures qui concernent les violences intrafamiliales, les violences faites aux enfants, voilà, les enfants, personnes vulnérables qui sont victimes. Donc ils prennent à leur compte et ou viennent en appui et en renfort des brigades de gendarmerie pour auditionner les victimes,
auditionné les victimes mineures et victimes vulnérables. Donc ça peut être des victimes seniors, des victimes atteintes de handicap. Ils sont formés en suivant une formation, une formation qui est appelée enquêteurs sensibilisés aux auditions de mineurs victimes. Donc elle n'est pas spécifique aux mineurs uniquement, mais en fait elle leur apprend à réaliser des auditions spécifiques, parce que les auditions de victimes mineures et les auditions de victimes majeures ne peuvent pas se faire de la même manière. C'est-à-dire qu'un enfant doit être accompagné d'une autre manière pour pouvoir s'exprimer, répondre aux questions, pour aborder certains sujets dont ils n'ont pas forcément conscience, en tout cas de la problématique. Donc, dans nos questionnements, dans nos façons d'aborder les sujets, là où on souhaite en venir, nous prendrons des chemins, d'autres types de chemins que si nous vous rencontrions demain, par exemple. Ce sont aussi les personnels qui iront aux UMJ, aux unités médico-judiciaires, pour procéder du coup à ces types d'auditions et pour effectuer des examens gynécologiques appuyés d'un psychologue. Également sont mis à disposition des salles Mélanie. Les salles Mélanie, ce sont des salles tout d'abord qui sont équipées de matériaux, de chaises, de fauteuils qui mettent dans un certain confort, qui mettent à l'aise et en confiance, et qui sont équipés de caméras et de micros. Pourquoi ? Parce que lors de ces auditions-là, les gendarmes sont toujours à deux. Un gendarme qui réalise l'audition en présence de la victime et un gendarme qui est à l'extérieur et qui écoute l'audition. Pourquoi être en présence de deux gendarmes ? Parce que le gendarme qui réalise l'audition va être en direct avec la victime et n'aura pas ce recul nécessaire pour se rendre compte à certains moments. L'enfant a bougé quand je lui ai posé cette question ou quand il a donné ce détail. L'enfant a paru assez vouloir développer sur tel sujet, mais n'a pas osé. Et c'est là où le deuxième gendarme aura toute son importance pour dire « Ah, attends, là on va mettre sur pause l'audition ». Il va débriefer avec son collègue qui anime l'audition. À mon sens, cet enfant a eu ce comportement, j'ai relevé ce détail-là, donc il va falloir que tu appuies davantage sur tel ou tel détail. Et c'est là, du coup, où ça nous permet d'obtenir des auditions qui vont nous permettre de faire ressortir les éléments matériels nécessaires à la poursuite des investigations. Voilà. Et par la suite, pourquoi filmer aussi ? Parce que dans toutes ces auditions-là, il y a ensuite une retranscription procédurale. Dans la procédure, la retranscription, c'est quoi ? C'est noter, acter en procédure toute cette audition en relevant et en notant aussi le comportement, les réactions qu'auront eu les enfants. Là, il a gigoté, là, il s'est mis à pleurer, etc. Et tous ces éléments qui sont importants dans le cadre de l'enquête et importants à remettre à la connaissance du magistrat. L'audition filmée, ça a aussi été fait dans l'objectif, comme dans d'autres pays, d'éviter aux victimes de devoir raconter 2 fois, 3 fois ce qui leur est arrivé devant le magistrat chargé de l'instruction, devant le tribunal, etc. Bon. Ça, c'était ce qui était projeté. Il faut savoir que la réalité, c'est pas ça. C'est qu'en France, on a toujours besoin de se retrouver confronté à la victime et on lui demande systématiquement de répéter. C'est-à-dire que quand le dossier passe de la gendarmerie ou de la police chez le magistrat
instructeur, le magistrat instructeur demande à voir la victime pour l'entendre, pour lui poser des questions qui lui viennent à la lecture de l'audition à la gendarmerie ou à la police. Devant le tribunal, l'enfant, on peut lui poser des questions. Devant la cour d'assises, s'il est là, on lui demande aussi de venir et de s'exprimer. Voilà, c'était l'objectif, cette audition filmée. Et on s'aperçoit que finalement en France, on n'a pas totalement réussi à s'en saisir, en sachant qu'il est quand même relativement rare que devant une cour d'assises ou un tribunal, on visionne ces auditions qui sont faites en gendarmerie ou dans les services de police. Ce qui est dommage parce que les fois où on le demande, c'est super parlant. Parce que entre le moment où l'enfant est entendu, au moment de la plainte, et le moment où il y a le jugement ou le passage devant la cour d'assises, il y a parfois des années qui s'écoulent. Et l'enfant que vous avez devant vous à la gendarmerie ou à la police, c'est pas celui que vous voyez devant le tribunal ou à la cour d'assises. Alors on fait en sorte, nous, avocats des parties civiles, de transmettre des photographies de nos clients à l'instant où ça leur est arrivé, mais pour autant, revoir ces auditions, c'est hyper parlant parce qu'on a l'enfant au moment de la plainte avec effectivement, comme on vous dit, son émotion, sa gestuelle qui est extrêmement parlante. C'est extrêmement difficile, c'est même traumatisant. Finalement, moi je l'ai vécu comme ça, et je vais vous raconter l'anecdote, que de devoir raconter ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, où ça s'est passé, etc. Ce que je vais vous dire, c'est qu'en février 2022, j'ai été auditionné par la Civise. Donc, il y avait Nathalie Mathieu, il y avait un officier de gendarmerie et puis une autre personne. Je ne sais plus exactement quelle était sa qualité, mais peu importe. Et des personnes extrêmement bienveillantes. Mais qui avaient besoin aussi, dans le cadre de leur travail, de leur enquête, d'avoir des renseignements précis sur ce que j'avais vécu. En gros, entre 1963 et 1969. Je suis sorti de là, mais complètement anéanti. Et je peux vous dire que j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. C'est une épreuve. Et si je devais repasser par là, ce serait certainement encore la même chose. Parce que toujours, l'autre jour, j'étais avec Catel qui a introduit la conférence tout à l'heure, je ne sais pas où elle est, mais enfin peut-être par là. Si, elle est là-haut. Donc elle vous a parlé de l'audition, enfin de la radio J'aime Radio. Il y a des moments où l'émotion vous étrangle, quoi. Vous n'arrivez plus à parler. La mémoire traumatique, c'est lors on revit l'événement traumatisant par l'évocation, bien sûr en évoquant son histoire, mais parfois c'est un événement tout à fait banal, une parole, une odeur, un film, une musique, et qui rappelle cet événement traumatisant, et on retrouve la situation que Philippe vient de décrire, c'est-à-dire un mal-être absolument identique au traumatisme, au viol. C'est important. Juste, alors ça ne va peut-être pas concerner les enfants, mais je crois que lorsqu'on est victime d'une agression, qu'elle soit sexuelle, psychologique ou autre, même, ça marche toujours, même si on n'est pas décidé ou prêt à porter plainte ou aller à la gendarmerie, je crois que faire établir un certificat médical au cas où on changeait d'avis, c'est quand même très très important. D'une part, on a quand même des preuves tout à fait immédiates avec des détails, et ça me paraît quand même important de le faire. Moi, voilà, j'ai souvent incité les patients qui venaient me voir parce qu'ils avaient subi un trauma, quel qu'il soit,
Et je leur ai souvent proposé un certificat médical. Et parfois même, je ne leur ai pas donné. Je dis, il est là dans votre dossier. Si un jour vous changez d'avis, ben écoutez, il est prêt. Hein, je ne vous le donne pas. Parce que souvent, les gens ne veulent pas l'avoir non plus, parce qu'ils ont peur chez eux qu'il soit retrouvé, etc. Donc, c'est dans le fait d'être réauditionné, de devoir re-raconter son histoire, en dehors d'effectivement l'aspect émotionnel et cette reviviscence, c'est le sentiment qu'on ne les croit pas. C'est-à-dire qu'on leur demande encore une fois quasiment de se justifier. Avec une énorme difficulté aussi pour les victimes, c'est qu'elles ont le sentiment qu'elles sont contraintes de répondre avec précision. Quand vous avez un juge d'instruction ou un tribunal correctionnel ou un président de cour d'assises qui pose des questions, elles ont le droit d'avoir oublié. Elles ont le droit de ne plus se rappeler avec précision. Et elles se sentent toujours, on a ce sentiment-là quand on discute avec nos clients, elles ont le sentiment qu'il faut impérativement qu'elles répondent, sinon elles ne vont pas être crues. Alors que c'est un peu se prendre le pied dans le tapis. Si vous ne vous souvenez pas, mais vous êtes légitime, vous avez le droit de ne pas vous souvenir, c'est quelque chose de traumatique, vous avez le droit de l'avoir oublié ou de l'avoir mis dans un coin de votre cerveau, on ne vous en voudra pas autant d'années après. Par contre, si vous forcez votre mémoire et que vous êtes imprécis ou que vous donnez une précision qui ne correspond pas à ce que vous avez pu dire quelques années auparavant dans les services de gendarmerie ou de police, vous pouvez être sûr que la défense va faire son boulot et va venir tirer à boulet rouge en disant « mais vous mentez, vous avez raconté qu'il s'était passé telle chose quand vous étiez devant les services de police ou de gendarmerie, aujourd'hui vous nous dites autre chose ». Donc ça aussi c'est compliqué et je pense que quand, si vous connaissez des victimes et si elles sont dans ce parcours judiciaire, c'est important de leur dire qu'elles ne sont pas obligées de se souvenir, qu'elles ont le droit de dire qu'elles ne se souviennent pas, que c'est apprécié, que plutôt que de dire une bêtise, elles disent rien. Le fait d'oublier, ça fait partie aussi des réactions post-traumatiques de protection. Hein, donc c'est quand même très important de le savoir. Il y a la fameuse amnésie traumatique, et donc les gens ne se souviennent pas. Et de manière plus générale, la mémoire, on sait bien qu'elle n'est pas exacte, donc c'est important. Je reviens au certificat médical, mais c'est quand même important de le faire, enfin de faire quelque chose tout de suite. Bon, on ne va pas rentrer dans la physiologie de l'amnésie traumatique, mais c'est quand même une réaction de défense très forte face à un consécutif à un traumatisme violent. Un enfant qui subit une violence de la part d'une personne qui normalement devrait le protéger, c'est l'ogre, c'est le démon là qui arrive et il est envahi et du coup au niveau cérébral il y a on a une petite région de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est le cerveau des émotions. Et quand l'émotion est trop forte, il disjoncte. Et cette amygdale, cette amygdale correspond avec la mémoire, avec le siège de la mémoire qui s'appelle l'hippocampe, on peut l'oublier. Et notre mémoire est liée aussi à l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on va se rappeler, on a parlé dans le reportage du Bataclan, on va se rappeler aussi d'un événement heureux, la naissance d'un enfant ou autre, parce qu'il y a une émotion forte. Donc dans le détail, là, on va s'en souvenir. Par contre, des choses plus banales, on va moins s'en souvenir. Mais lorsqu'il y a un trauma, lorsqu'il y a une agression, quelle qu'elle soit, ça peut disjoncter. Donc on ne peut plus, ça ne fonctionne plus. Et du coup, la mémoire, elle est quand même quelque part au niveau de l'amygdale, d'ailleurs on ne sait pas trop où elle se situe. Et ce sont après des gens qui ont des comportements un peu bizarres, on ne les comprend pas parce que ils vont avoir des bribes de mémoire, mais pas complètes. Ils vont
même avoir des choses un petit peu erronées. Tout ça sont des mécanismes de défense. Et donc c'est important de comprendre ça. Pour rebondir donc sur ce que vous venez de dire toutes les deux, nous en audition, pourquoi est-ce que on insiste et on appuie tellement sur ce qu'il s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on pose des questions très intimes, très personnelles sur la position, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a fait, comment, est-ce que vous avez répondu, est-ce que vous avez essayé de réagir, etc. Pourquoi ça peut vous sembler si intrusif parfois quand vous êtes victime en face durant une audition? C'est parce que la justice se base sur les éléments matériels, sur du matériel, du concret, ce qui permet aussi de confirmer ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce qu'on ne vous croit pas, c'est parce que c'est comme ça que ça se passe et on n'est pas dans vos têtes, on n'a pas de matériel qui permette de confirmer que vous dites la vérité. Ou, voilà. Donc nous, c'est comme ça que les choses se passent. On avance ensuite à la justice les éléments de preuve pour appuyer ce qui s'est passé. Et pourquoi un examen médical, pourquoi un examen gynécologique, pourquoi des photos quand vous êtes agressé physiquement, pourquoi un examen psychologique ou psychiatrique pour des violences psychologiques, c'est pour apporter ces éléments de preuve à la justice. Et de toute manière, dès qu'on va vous recevoir, on vous demandera est-ce que vous êtes allé chez le médecin pour confirmer au niveau médical. Et ça, nous, de toute manière, on vous posera directement la question. Et on vous orientera même vers des UMJ pour effectuer ces examens-là. Également, ça peut avoir une importance sur l'infraction qui est relevée. Parce que lors d'un examen médical, lorsqu'un certificat médical est donné, on parle d'ITT, d'interruption temporaire de travail. C'est quoi? Ça va donner, en termes de chiffres, l'importance, ça va matérialiser l'importance de la violence subie, en fait. Et l'infraction ne sera pas la même, et donc l'importance et la réponse apportée ne sera pas non plus la même. Donc voilà, ça peut être difficile pour vous de vous dire « Ok, alors déjà j'ai la force de me rendre en gendarmerie ou au commissariat pour parler devant une personne que je ne connais pas du tout de mes problèmes personnels, mais en plus de ça, il faut que j'aille auprès d'une autre personne, un médecin, pour redire ce qui m'est arrivé. » Mais tout ça, c'est pour vous, tout ça, c'est pour les victimes, c'est pour vous permettre d'être entendus, de reconnaître la violence et l'importance de la violence dont vous avez été victime et le faire reconnaître au niveau de la justice. Et en une aparté par rapport à mon intervention de tout à l'heure, quand je parlais de la manière dont on prend en compte les victimes, je parlais des auditions Mélanie, sont également présentes dans plusieurs brigades et en cours de réalisation à la brigade de gendarmerie de Languidic, les espaces de la parole, qui sont des pièces qui sont mises en place par l'organisme Soir Optimiste, que je remercie encore une fois. C'est quoi? C'est un espace qui est aménagé de manière à se sentir à l'aise pour libérer la parole, en fait. Voilà. Porter plainte ne constitue pas l'unique réponse possible pour des personnes qui seraient ou qui auraient été victimes de violences dans l'enfance ou dans l'adolescence. En fait, ce qui est intéressant aussi d'entendre, c'est que la parole, lorsqu'elle se libère, en soi, ça a déjà un effet thérapeutique. Voilà. Pouvoir dire, pouvoir être entendu, pouvoir être compris, comprise, c'est déjà quelque chose qui peut soulager et apaiser grandement une personne qui a été victime. Et parfois, porter plainte et tout le parcours que vous venez de décrire
eh bien, constitue une forme de traumatisme secondaire. C'est toujours le même problème, c'est que vous déposez plainte pour une infraction pénale. Le temps de l'enquête préliminaire, on n'a pas accès au dossier. Vous saisissez en même temps le juge aux affaires familiales en demandant une mise sous protection, pas de droit de visite et d'hébergement. Alors en argumentant sur le comportement de votre conjoint, mais en même temps votre avocat vous dit, comme il faut qu'il soit entendu par les services de gendarmerie ou de police, faut pas trop donner d'éléments parce qu'il faut qu'il y ait l'effet de surprise et qu'il puisse être entre guillemets cueilli quand il va être auditionné. Le juge aux affaires familiales, vous ne pouvez pas lui transmettre la copie de la procédure parce que vous ne l'avez pas encore. Elle est toujours dans les tuyaux au service de police ou de gendarmerie ou au parquet. C'est extrêmement compliqué. C'est vrai qu'on a un moment dans la procédure où comment protéger son enfant, on met en place une procédure, dans cette procédure il n'y a pas suffisamment d'éléments, parfois c'est très compliqué. Alors vous avez des juges qui avec un certain nombre d'éléments vont considérer qu'il y en a suffisamment pour peut-être ouvrir le parapluie et puis protéger l'enfant en prenant un certain nombre de protections pour lui, en rendant une décision avec des droits de visite un peu protégés ou pas de droit de visite et d'hébergement, et puis en même temps en ordonnant des mesures d'investigation, des enquêtes sociales, des examens psy. Puis vous avez d'autres magistrats qui vont considérer que tant qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments, ils ne sont pas autorisés à suspendre des droits de visite et d'hébergement ou à les organiser en lieu neutre. C'est vraiment très complexe. Alors vous avez des mères ou des pères, parce que ça arrive des deux côtés, qui vont un peu s'affranchir de ces décisions et puis vont prendre sur eux la décision de ne pas présenter l'enfant, mais il faut savoir aussi qu'ils s'exposent à ce moment-là à des poursuites pénales, puisque non-présentation d'enfant, ne pas respecter une décision de justice qui accorde à un père ou une mère un droit de visite et d'hébergement, vous vous mettez hors la loi, vous commettez une infraction. Alors aujourd'hui, il y a encore un an, la pratique des parquets, c'était de ne pas poursuivre tout de suite, de se laisser le temps, de rencontrer les gens, de leur rappeler leurs obligations, parfois de faire des enquêtes qui peuvent servir après dans le cadre de la procédure juge aux affaires familiales. C'est une décision, il faut le savoir, qui vous met hors la loi. Alors après, si vous estimez que protéger votre enfant, c'est à ce prix, vous le faites, mais ça peut être aussi dangereux. Effectivement, nous, du coup, en gendarmerie ou en commissariat, on reçoit du coup les non-représentations d'enfants, et lorsqu'on a en parallèle les procédures pour violence et autres, généralement les procédures sont liées ou à minima regroupées ensemble, et donc on les traite en même temps, et c'est à l'issue du traitement de ces procédures qu'on les fait remonter ensemble au parquet. Donc généralement les réponses données d'un côté concernant les non-représentations d'enfants et de l'autre les procédures pour agression quelles qu'elles soient, les deux réponses seront données mais en même temps. Alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les personnes qui ont subi de la maltraitance dans l'enfance, que ce soit physiquement, psychologiquement, sexuellement, ne vont pas devenir, fort heureusement, des parents maltraitants. Ça, c'est très important quand même de le souligner. Toutefois, effectivement, il existe une proportion importante de parents maltraitants, se conduisant mal avec leurs enfants, qui ont été eux-mêmes des enfants maltraités. Alors comment ça s'explique ? Peut-être on peut entendre dans le mot maltraitant, on entend la notion de traitement. Eh bien, peut-être qu'on peut faire l'hypothèse que ces parents qui sont devenus des parents maltraitants, qui furent jadis des enfants maltraités, eh bien, ces maltraitances n'ont pas été traitées par la parole.
Voilà, on peut faire l'hypothèse que ce soit des personnes qui n'aient pas pu trouver autour d'eux des personnes ressources, des adultes, dans la communauté éducative, dans leur famille, peut-être plus tard adultes auprès de leurs proches, eh bien pour pouvoir dire ce qu'ils avaient reçu comme violence. Et puis, justement, en parlant, prendre un peu de distance et se décaler par rapport à des choses qui seraient pulsionnelles, puisque on peut, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que souvent, les questions de maltraitance, alors évidemment, ça va dépendre de la structure de personnalité de la personne qui maltraite, mais il y a quand même souvent un ordre pulsionnel là-dedans. Hein, c'est-à-dire qu'on est du côté de action-réaction. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de mise à distance, de critique de ce que la personne fait. Ça sort comme ça. Hein, la parole, elle sort sans filtre. Le geste, il part sans filtre. Voilà, il n'y a pas de filtrage, voyez, de critique comme chez la plupart des parents où des fois on a mal dit, on a été maladroit, on a peut-être un petit peu blessant et puis on a un peu d'aller-retour en se disant oh là, j'aurais peut-être mieux fait de ne pas dire ça comme ça. Et là, c'est pas possible en fait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est ça ce que je peux en dire là. C'est vrai que les parents qui ont subi des violences ont aussi, n'ont pas de repères et ont aussi au pire, il y a aussi des troubles de la personnalité. Hein. Ce sont des gens, des traumatismes graves dans l'enfance. Ça a quand même des conséquences très graves tout au long de sa vie, comme ça avait été dit dans le film. Et notamment des troubles de la personnalité, des distorsions cognitives, une insensibilité. Hein. Ce sont des gens qui, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce sont des gens qui restent quand même avec... ils sont coupés de leurs émotions. Donc, ça fait des personnes un peu... tout à fait... Enfin, le passage à l'acte est plus facile quand on n'a pas d'émotion, qu'on n'a pas d'empathie pour l'enfant, puisque soi-même... on n'a pas d'empathie pour l'enfant qu'on avait été, puisqu'on se sent coupable, puisque c'est la spirale infernale, on va loin là, mais il y a aussi tout ce contexte-là. Vous avez une disposition du Code pénal qui prévoit que si vous avez connaissance de faits de maltraitance sur le plan physique ou sexuel, vous êtes tenu d'avertir les autorités, d'informer les autorités que tel enfant ou telle personne vulnérable est victime potentiellement de ces faits de maltraitance. Sauf si vous êtes soumis au secret professionnel. Il y a toute une catégorie, notamment les médecins, qui sont soumis au secret professionnel et qui n'ont pas cette obligation. Aujourd'hui, la loi prévoit qu'ils ont la possibilité face à des connaissances, des informations de ce type-là, de porter à la connaissance du procureur, de faire ce qu'on appelle un signalement. Mais ce n'est pas une obligation. Il y a dans les tuyaux un projet de loi, semble-t-il, qui amènerait à, entre guillemets, contraindre les médecins, comme les autres personnes de la société civile, à apporter ces informations. Le stress post-traumatique, ça peut être quelque chose d'extrêmement violent, hein. Ça peut conduire à la mort. Hein. Ces décharges d'adrénaline, de cortisol, une mort exceptionnellement immédiate, bien sûr, mais au vu des conséquences sur la santé, c'est gravissime. Alors, par ailleurs, les informations préoccupantes, il faut avoir du temps. La médecine générale, actuellement, c'est plus possible. De plus en plus, on va voir le médecin pour un symptôme, pour une seule raison. Il n'y a plus le temps d'en prendre deux, donc il n'y a pas le temps d'entendre la plainte du patient. Et puis, c'est une procédure qui est quand même assez... Bon, il faut étayer, c'est un peu long, ça prend du temps, ça... Alors, je ne sais pas quelle est la proportion d'informations qui sont transmises par les médecins
Juste un mot sur la pratique. Il y a beaucoup de signalements, beaucoup d'informations préoccupantes qui sont transmises à la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui est complètement débordée. Ça dépend du conseil départemental. Elles ne savent plus comment faire, elles croulent sous les informations préoccupantes, en sachant que la loi leur demande de déposer un rapport dans les 3 mois, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles évaluent en 3 mois une situation qui apparaît préoccupante, qui leur a été signalée. Alors ça peut être le médecin, ça peut être l'école, il y a beaucoup l'école, il y a beaucoup l'école, avec généralement la difficulté, c'est que les parents informés qu'il y a une information préoccupante et qui font l'objet d'une enquête, on en a plein dans les procédures pénales qui à ce moment-là déménagent, partent dans un autre département, et à ce moment-là il faut tout recommencer parce que c'est plus de la compétence du Morbihan, c'est le Finistère, ou c'est... Voilà. Donc c'est extrêmement compliqué à gérer, mais il y en a des quantités, et une fois que l'évaluation elle est faite au bout de 3 mois, avec les informations qu'elles ont, ces éducatrices, parce que ce sont des éducatrices, elles vont préconiser de proposer un contrat d'aide administrative, ou alors s'il y a une situation qui est beaucoup plus préoccupante, de saisir le juge des enfants, ou si elles ont le sentiment qu'il y a du pénal, de saisir tout de suite le procureur, qui à ce moment-là, lui, a à sa disposition des tas d'outils, mais il y en a beaucoup. En tout cas, moi je parle du Morbihan, il y en a beaucoup. Mais avec la limite des outils qu'elles ont, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas 10 000 à s'occuper, elles ont un nombre incroyable et elles sont très peu en fait à pouvoir gérer ça. Donc évidemment, faire une enquête en 3 mois quand vous êtes débordé, je pense que la qualité en pâtit un peu, mais c'est la réalité de notre système. À tous les niveaux, aujourd'hui, et c'est un constat que nous avons tous et toutes fait, le nombre de signalements augmente parce que la parole aussi se libère, et ce qui est très bien, et donc continuons ainsi. La CRIP, effectivement, est débordée, les tribunaux judiciaires sont débordés, les commissariats et gendarmeries sont débordés. Pour autant, nous, c'est notre travail de recueillir, je parle pour moi du coup, de recueillir les plaintes et d'effectuer les enquêtes. Vous reveniez sur ce que j'ai abordé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'apporter les éléments matériels. C'était pour expliquer pourquoi parfois vous pouviez ressentir une sorte d'intrusion de notre part. Maintenant, si la victime arrive et n'a pas d'éléments à nous apporter, peu d'éléments à nous apporter parce que mémoire oubli, amnésie totale, partielle, ou parce que absence de témoins, quand la victime est seule avec l'agresseur dans une pièce, c'est la parole contre la parole, de l'un contre la parole de l'autre. Maintenant, on prend tout. Ensuite, on effectue l'enquête et puis on remonte la procédure au niveau du parquet. Mais on prend tout ce qu'il y a à prendre. Et ne serait-ce que, comme disait Astrid tout à l'heure, le fait pour une victime d'être entendue, alors soit par les forces de l'ordre, soit par d'autres personnes, déjà le fait pour la victime de se rendre compte qu'elle est entendue et elle est crue, c'est beaucoup déjà. C'est déjà beaucoup, et c'est vrai que parfois certaines victimes ont besoin de ça et ne souhaitent pas forcément poursuivre et judiciariser l'événement, mais déjà le fait de se sentir cru et écouté est déjà beaucoup et va les aider. Parmi toutes les victimes, il y a une espèce d'amalgame qui se fait, comme le dit très bien Élodie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des personnes, que ce soit la gendarmerie, que ce soit le psychologue, que ce soit quelqu'un à qui vous avez décidé de raconter ce qui vous arrive, c'est une reconnaissance. Mais c'est vrai qu'en droit, le juge, il a besoin de preuves. Vous voyez, dans mon histoire, même s'il y avait l'imprescriptibilité, c'est-à-dire que j'avais la possibilité aujourd'hui, parce que mon oncle est toujours vivant, de porter plainte, ce serait une double peine, ce serait le traumatisme que je promène depuis plus de 50 ans, et puis
En même temps, ce serait voué à l'échec. J'ai aucune preuve. Tout ce qui s'est passé entre lui et moi. Donc, il faut bien prendre conscience de ça. Et puis, un peu par rapport à la question qui était posée par Françoise, parce que je connais, tu as parlé de... Enfin, je crois que tu as employé le mot de banalisation de... je pense les victimes, en fait, il y a... Ça a été dit d'ailleurs très bien dans les vidéos, il y a la honte, il y a la culpabilité. Je reviens à l'histoire de Céline Gréco, la deuxième personne qui a parlé, professeure de médecine. Si vous lisez son livre, elle raconte, mais tout au long de son livre, elle a émis des signaux, du CP jusqu'à la seconde. Elle espérait que, un coup, le médecin, peut-être, parce que elle avait beaucoup maigri, ou un professeur, parce que tout d'un coup, elle travaillait plus, ou elle surtravaillait, comme il a été question. Enfin, tout un tas de comportements qui, effectivement, quand elle le raconte, on se dit « Ah bah oui, quand même, j'aurais dû voir ». Eh ben non. Il a fallu attendre qu'elle soit en seconde pour que finalement quelqu'un, bon, c'est pas le fait du hasard, je crois pas au hasard, mais que quelqu'un se dise « Bon sang de moi, cette jeune fille-là, ça va pas ». À propos de la honte et de la culpabilité, il faut dire que c'est l'agresseur qui renvoie ça à la victime en lui disant qu'il vaut rien, qu'il est nul. Et dans les études après d'estime de soi de gens qui ont subi des agressions, l'estime de soi, il est 40 ans après, 50 ans après, c'est zéro. Hein. C'est quand même... c'est la perversion de l'agresseur qui mène à ça. Hein. On a souvent entendu, quoi. C'est pas la banalisation de la chose, c'est que les gens n'en parlent pas non plus parce que ils sont persuadés d'avoir favorisé l'agression, ou c'est parce qu'ils sont nuls ou autre. Je me rappelle d'une patiente qui me disait mon agresseur me disait bah, tu vois bien, tu aimes ça, parce qu'elle avait un réflexe sexuel quand il y a une pression au niveau des organes génitaux externes. C'est un réflexe, il y a une lubrification qui se fait, hein, que le patient soit consentant ou pas. Et cette patiente, son agresseur en profitait en lui disant mais tu vois bien que tu mouilles, t'es contente, hein, ça te fait plaisir. Donc comment voulez-vous après aller porter plainte? Il y a cet effet aussi de sidération dans les agressions, et qu'elles soient uniques, l'agression, ou qu'elles soient multiples et répétées. En fait, on peut se rappeler que la personne, elle est figée. Et le fait d'être figée pendant l'agression, eh bien, ça peut lui donner l'impression qu'elle a participé, ou en tout cas qu'elle a consenti à cette agression. Et ça, c'est vraiment important aussi à prendre en compte. Effectivement, une personne qui est agressée, parfois, elle se fige, elle est tétanisée, elle ne peut pas réagir. C'est impossible. Elle ne peut pas dire non, elle ne peut pas dire oui, elle ne peut rien faire. Elle est juste paralysée par ce qui se passe. Et donc, ça peut aussi contribuer à cette culpabilité massive que la personne peut décrire par ailleurs, ultérieurement, puisqu'elle se dit « je n'ai pas dit non, je n'ai pas fui, je ne me suis pas levée pour partir ». Ben oui, mais vous ne pouviez pas, parce que vous étiez tétanisé par la peur, et que dans un réflexe de survie, votre corps, et psychiquement, neurologiquement, tout s'est arrêté. Voilà, ça c'est très important aussi à bien prendre en compte, il me semble. Et également parfois, à force de pression mentale, psychologique, allez, viens, on le fait, allez, viens, s'il te plaît, sois gentil. Au bout d'un moment, la victime, elle lâche prise et se produit ce qui se produit, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, elle n'était pas consentante, et elle reste toutefois non consentante lorsque ça se produit. Peut-être que
physiquement, elle ne réussira pas à réagir, mais psychologiquement, elle reste non consentante. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et effectivement, l'auteur jouera toujours sur cette notion de responsabilité. Non, mais tu m'as souri, t'étais gentille, voilà, au final, tu m'aimais bien, donc écoute, voilà, il s'est produit ce qui s'est produit parce que t'en as eu envie aussi, mais non. Comme on disait tout à l'heure, le corps n'appartient qu'à la personne qui l'habite. Hein. Il y a eu un slogan d'une action qui était menée par l'association Face à l'inceste en fin d'année dernière, qui s'appelait « Tous protecteurs ». Et pour faire avancer les choses, il n'y a pas 36 solutions, il faut que nous soyons tous protectrices et tous protecteurs. Parce que sinon, vous voyez, les choses n'avancent pas. Je parlais d'associations, il y en a énormément. Il m'arrive souvent de dire, il y en a peut-être trop, parce qu'elles ne se fédèrent pas entre elles et du coup, elles n'arrivent pas à porter puissamment un message tout là-haut, là-haut. Vous avez vu la première vidéo, c'était un peu le bilan, le premier bilan, pensait-il, de la première Civise. 82 préconisations, c'était le 17 novembre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors que c'était une commission a priori indépendante, tous les membres de la Civise ont été évincés ou ont démissionné par solidarité avec le président et la coprésidente, etc. Alors, que fait la Civise aujourd'hui? Si vous allez sur Internet, vous voyez début 2025, ils vous disent qu'au 4 octobre 2024, face à ces 82 préconisations, les ministres du gouvernement en cours d'installation n'ont pas eu le temps de rendre des arbitrages politiques. Alors comment voulez-vous que ça avance? On parlait juste avant de la responsabilité des médecins, la responsabilité du corps éducatif pour faire remonter les signalements. Mais en fait, c'est la responsabilité de tout le monde. Alors, vis-à-vis des victimes mineures, c'est la responsabilité de l'ensemble des personnes majeures qui les entourent. Mais n'oublions pas qu'il y a énormément de victimes passées majeures, du coup, qui n'ont pas parlé malgré le fait qu'elles souhaiteraient être écoutées, malgré les signaux faibles qu'elles envoient. Et c'est la responsabilité de chacun de les détecter, de prendre un temps pour parler avec ces personnes qui sont des amis, des collègues, des membres de la famille peut-être, et voir si ces victimes ont besoin d'être entendues par des professionnels en particulier.